Midi Info sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Quelques heures à peine après le cauchemar vécu à Gaza, des incursions ont eu lieu des forces sionistes à Naplouse qui ont fait au moins 4 martyrs palestiniens. Relations algéro-libyennes à la une. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit la ministre des Affaires étrangères libyenne, Najla El-Mangouche. Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse en Algérie. Abdelmadjid Tebboune donne une cérémonie en l'honneur des journalistes algériens. Réunion extraordinaire à venir pour les ministres des Affaires étrangères de la Ligue des États arabes. Au programme, le Soudan et la Syrie. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Les territoires occupés de la Palestine connaissent une nouvelle escalade après les frappes sur Gaza. Les forces d'occupation ont mené une campagne d'incursion dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, faisant 4 martyrs parmi la population palestinienne. Le point sur la situation avec Naïla Aït Hamouda. Il ne se passe pas un jour sans que des Palestiniens ne tombent en martyrs. La barbarie sioniste a encore une nouvelle fois endeuillé des familles palestiniennes. 4 personnes ont été lâchement assassinées et plusieurs autres blessées sous les balles des forces d'occupation sionistes à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Tous les martyrs sont nos enfants. Ce sont des militants. Ils défendent l'honneur de leur pays, la Palestine. C'est leur destin, Dieu merci. Ces martyrs sont la dignité de ce pays. 2 des 4 martyrs n'ont pas encore pu être identifiés vu l'intensité des tirs, car c'est leurs visages qui ont été ciblés par l'armée sioniste. La horde sauvage a pris d'assaut la vieille ville de Naplouse et s'est infiltrée dans le quartier de Yasmina et prenant pour cible une des habitations. Plusieurs missiles ont été tirés. Dans ce chaos qui régnait, le personnel médical a été empêché d'atteindre la zone assiégée. Selon Ahmed Djibril, le directeur des ambulances et des urgences du Croissant Rouge palestinien à Naplouse, 166 civils ont été blessés et plus de 152 autres asphyxiés au gaz lacrymogène, dont des écoliers soignés sur place. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Mohamed Chtiya, le premier ministre palestinien, a dénoncé l'agression contre Naplouse et a exigé que l'entité sioniste soit tenue responsable de ces crimes. De son côté, la présidence palestinienne a condamné la poursuite des massacres barbares de l'occupation. Nabil Abou Roudaïna, le porte-parole de la présidence, a averti que la poursuite de l'escalade sioniste contre le peuple palestinien, sa terre et son caractère sacré ferait exploser la situation dans la région et la pousserait à un stade difficile à contrôler. Pour rappel, Gaza a également vécu l'enfer durant les dernières 48 heures à la suite d'un nouveau raid sioniste. Les forces d'occupation s'amusent et prennent un malin plaisir à tuer des civils palestiniens et à terroriser la population. Rien ni personne ne semble les arrêter, même pas les appels incessants de la communauté internationale. Dossier palestinien, toujours de nombreux doutes persistent quant au décès de Khader Adnan dans les geôles survenus mardi dernier. Selon la présidente de l'association des médecins, Lina Kassem, je cite, « On ne peut écarter l'hypothèse du gavage précipitant la détérioration de son état de santé, comme cela s'est déjà produit avec d'autres détenus palestiniens en grève de la faim. » Nous vous le disions en titre, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Najla El-Mangouche, est arrivée à Alger pour une visite de travail. Elle s'est entretenue avec son homologue algérien, Ahmed Attaf. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération algéro-libyenne et de l'intensification de la concertation et de la coordination politique entre les 2 pays frères sur les questions d'intérêt commun.
Diplomatie toujours, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République du Zimbabwe, Jacob Mudenda, qui effectue une visite de travail en Algérie, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Les deux parties ont passé en revue les relations entre les deux pays et l'héritage historique commun marqué par le militantisme contre le colonisateur, la solidarité ainsi que l'entraide. Attaf et Mudenda se sont félicités de ces relations qui ont un caractère particulier, reflété dans une convergence totale des points de vue des deux pays concernant les différents défis qui se posent au niveau continental et international. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé une cérémonie en l'honneur des journalistes algériens au Centre international des conférences Abdelté Farhal à Alger. Au terme de une cérémonie présidée par le président de la République qui a félicité les journalistes à l'occasion de cette journée, il a également échangé avec eux sur les préoccupations concernant le secteur de l'information en Algérie. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a salué les différentes réformes en cours dans le secteur de la communication et les efforts consentis par l'État pour promouvoir ce secteur. Fidèle aux engagements de l'État et conformément à la politique judicieuse du président de la République, nous travaillons sans relâche à garantir aux journalistes un climat professionnel adéquat, susceptible de renforcer le droit ainsi que ceux des citoyens dans le cadre du respect de la cohabitation, de la liberté et de la responsabilité. La liberté de la presse, on en parle justement. L'exercice de ce métier reste relativement difficile, notamment au regard des bouleversements que traverse le monde actuellement en Afrique. Des avancées notables sont constatées en matière de consécration des valeurs journalistiques universelles et de déontologie. Les détails avec Mohamed Ouali Ben Chaban. À l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie célèbre ce mercredi la Journée internationale de la liberté de la presse, dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, à la faveur de l'adoption d'une nouvelle loi organique sur l'information. L'objectif de ces réformes vise à définir le journaliste professionnel avec précision dans toutes les spécialités médiatiques, mais aussi moraliser la profession en consacrant les valeurs journalistiques universelles et la déontologie et l'éthique professionnelle. En Afrique, la conjoncture appuyée par l'instabilité politique a participé à la dégradation des conditions de travail des médias, selon le classement 2023 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le Maroc, qui reste l'État d'année en année sur les journalistes, figure à la 144e place au classement mondial sur 180 pays. Les pratiques peu orthodoxes du Merzen fait perdre au Royaume 9 places. Pas de quoi être fier. Au Moyen-Orient ou encore en Europe, des organisations mondiales et onusiennes tire la sonnette d'alarme sur le nombre croissant des journalistes assassinés ou détenus dans le monde. Paradoxalement, le conflit russo-ukrainien a dénudé la réalité de la démocratie occidentale après la censure de nombreux médias russes. Malgré l'amélioration des conditions du métier dans de nombreux pays, l'ONU affirme que la liberté de la presse est en danger dans le monde entier et que la désinformation, les discours de haine et les attaques contre les journalistes menacent la liberté de la presse, qui est un élément vital des droits de l'homme. La situation au Soudan reste toujours sous tension. En dépit de plusieurs tentatives de trêve, les affrontements se poursuivent entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Khartoum. Dans ce contexte de conflit, beaucoup de Soudanais tentent de prendre refuge dans les pays limitrophes, notamment au Tchad voisin, ce pays du Sahel qui a reçu le plus de réfugiés depuis le début des hostilités.
Et après 20 jours de combat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les deux parties à s'engager dans une voie de réconciliation. Le numéro 1 de l'ONU estime que le monde avait échoué à empêcher la guerre entre les deux parties. L'Organisation des Nations Unies veut désormais des garanties pour acheminer de l'aide humanitaire au milieu des combats. L'aide doit être autorisée à entrer au Soudan et nous avons besoin d'un accès sûr et immédiat pour pouvoir la distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés. Et les travailleurs humanitaires et leurs biens doivent être respectés. J'appelle la communauté internationale à soutenir le peuple soudanais dans sa quête de paix et de retour à la transition démocratique. Conflit en Ukraine, l'attaque du drone qui a ciblé le Kremlin à Moscou continue de défrayer la chronique. Moscou accuse Kiev d'avoir mené l'attaque. Si les défenses russes ont abattu les deux drones et que l'attaque n'a fait aucune victime, plutôt Moscou promet de riposter. Les détails avec Sofiane Baroudi. Après l'attaque avortée contre le siège de la présidence russe à Moscou, le Kremlin évoque un acte terroriste planifié et une tentative d'assassinat ukrainienne contre Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Moscou a également annoncé qu'elle se réservait le droit de riposter à cette tentative de frapper le Kremlin. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il n'y avait aucun changement dans le programme, confirmant ainsi la tenue du défilé militaire du 9 mai, commémorant à Moscou la victoire dans la Grande Guerre patriotique. De son côté, Kiev a nié toute implication dans cette attaque, perpétrée au drone de combat. Mikhailo Podolyak, proche conseiller du président Zelensky, a exprimé qu'il fallait considérer ces accusations comme étant une préparation de contexte. Pourtant, une nette multiplication des attentats et des actions de sabotage dans la profondeur stratégique russe est enregistrée dernièrement. À l'instar de multiples attaques, dont celle contre l'aérodrome militaire de Bryansk, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ou celle contre Belgorod, ou encore les tentatives contre la Crimée, ainsi que les assassinats ciblés, dont le dernier en date est celui du blogueur militaire russe Volodyn Tatarsky, tué à Saint-Pétersbourg, mais aussi des attaques récurrentes contre les trains. À ce propos, le FSB russe a annoncé avoir empêché une tentative d'assassinat contre les dirigeants de la Crimée, perpétrée par le renseignement militaire ukrainien. Des combats d'une rare intensité continuent de faire rage tout au long de la ligne de front, où les détachements d'assaut russes sont en train d'avancer dans la forteresse de Bakhmut, qui serait sur le point d'être complètement capturée. Néanmoins, de violents combats se poursuivent dans la région de Tchassov-Yar, avec une résistance acharnée. Des informations indiquent même la volonté ukrainienne de mener une contre-offensive dans le Donbass, qui viendrait depuis le chaudron de Bakhmut. Une série d'attaques russes contre des centres de communication et des zones de déploiement des forces armées ukrainiennes ont eu lieu dans plusieurs zones, à l'instar de Soumy, de Kiev ou encore de Dnipro et Kherson, menées avec des drones kamikazes. Selon certaines informations, ces attaques ont permis la destruction de plusieurs systèmes de défense antiaérienne ukrainiens. Dans ce sillage, des sources indiquent également le transfert d'importants contingents de troupes ukrainiennes vers la région d'Odessa. L'objectif étant la préparation d'une opération en direction de la Transnistrie, considérée comme un espace de souveraineté par Moscou. Une escalade du conflit est à craindre et aucun signe d'apaisement ne paraît pointer à l'horizon, laissant craindre le pire. D'ailleurs, le président de la Douma a déclaré après l'attaque contre le Kremlin qu'il ne pouvait y avoir de négociations avec le régime de Zelensky. Le conflit s'intensifie donc à la veille d'une contre-offensive ukrainienne tant annoncée, alors que les alliés occidentaux de Kiev continuent de fournir des équipements militaires à cet effet. Retour au Moyen-Orient, c'est une première depuis 2011. Le président iranien Ebrahim Raïssi effectue une visite de travail en Syrie. Un balai diplomatique qui s'intensifie autour de Damas depuis plusieurs mois. Les détails avec Lila Gertal. Le président iranien Ebrahim Raïssi en Syrie, une visite historique, celle marquant le retour officiel de la Syrie sur la scène internationale. Cette visite, la première d'un chef d'État iranien depuis l'éclatement du conflit en 2011, scelle en quelque sorte les relations toujours bien entretenues, même en temps de crise entre les deux pays. Son importance tient également dans le fait que la délégation accompagnant le président est assez fournie des ministres de premier plan, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian et celui de la Défense Mohammad Reza Ashtiani. Durant les 2 jours, les deux présidents discuteront de plusieurs dossiers politiques, économiques, avant la signature d'un certain nombre d'accords. Il faut préciser, ceci étant,
que l'Iran n'a jamais cessé de fournir son soutien à la Syrie. Le président syrien, de son côté, n'a jamais renié le soutien de l'Iran dans les périodes difficiles. Les relations exemplaires établies entre nos deux pays depuis plus de 4 décennies sont très significatives, riches en matière, riches en expérience, avec des perspectives très riches également, puisqu'elles sont restées intactes ainsi, et ce malgré les périodes difficiles, les turbulences, l'insécurité, les variations géopolitiques qui ont déstabilisé la région du Moyen-Orient. Ces turbulences ont changé des principes et des notions et ont détruit des nations tout entières, mais elles n'ont pas pu impacter sur la convergence et la vision bilatérale entre nos deux pays. Pour certains, ce qui paraît être une qualité est souvent considéré comme un reproche. L'Iran a souvent été taxé par les puissances occidentales de soutenir la Syrie comme une sorte d'accusation. Mais depuis quelques mois, entre les séismes en Turquie et en Syrie, le réchauffement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le ton a changé et les relations de la Syrie avec certains pays de la région et ses alliés se font au grand jour, laissant entendre que le Moyen-Orient est en train de se recentrer sur lui-même et se redéployer diplomatiquement sur la scène politique. Et à la une également, la Ligue des États arabes prévoit dimanche prochain une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue à la capitale égyptienne, Le Caire. Une réunion qui aura à l'ordre du jour l'actuel conflit au Soudan qui persiste entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis le 14 avril dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à tous.